Professeur Kalala Omutunde, qui a fait un gros travail à son époque sur les humanités classiques. Nous n'oublions pas, parce que nous avons une longue mémoire, qu'à une certaine période, la Russie du président Vladimir Poutine ne voyait pas une impérieuse nécessité de travailler avec les Africains. À un moment donné, le président Poutine a même cru qu'il pouvait collaborer avec l'Occident lors de son premier mandat. Il a vu que ce n'était pas possible. Il s'est à un moment donné renfermé beaucoup plus sur lui-même, sur ses acquis, sur ses appuis. Et lorsqu'il y a eu l'accentuation de tentatives de déstabilisation de l'OTAN, il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire il est obligé de regarder quels sont ses véritables amis. Dans une interview du 27 juillet 2023, donc un jour avant la fin du sommet Russie-Afrique, Kémy Séba est intervenu pour dire ce qu'il pense de tout ça. Nous allons faire dans cette vidéo une synthèse de son avis sur les événements en Afrique ces derniers jours. L'interview commence à peine et on lui demande ce qu'il pense des bouleversements dans la zone du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest en gros. Et il se trouve que ce qui se passe au Sahel n'est rien d'autre que la résultante d'une maison qui a été construite depuis trop longtemps sur des fondations qui étaient malsaines depuis le départ, avec des institutions corrompues, avec des schémas politiques corrompus, avec une idéologie de soumission maladive vis-à-vis des intérêts de l'oligarchie d'Occident. On ne pouvait arriver d'une façon ou d'une autre qu'à ce genre de situation. Je mets des guillemets à ce qui se passe à l'heure actuelle du côté du Niger, parce qu'on n'a pas encore une lecture extrêmement claire de la situation. Ça peut aller dans une direction comme dans une autre, soyons prudents. Mais ce qui se passe de manière générale en Afrique de l'Ouest, au Sahel, n'est pour moi rien d'autre que la résultante d'une démarche de prédation qui avait vocation, tôt ou tard, à disparaître. Et on arrive à cette étape-là. Et au lieu de se préoccuper de la lutte véritable contre le djihadisme en ayant une réponse unie de toute la région, une réponse efficace, leur obsession, c'est d'éviter les coups d'État. Et vous savez pourquoi ils sont dérangés par ces coups d'État? Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive dans leur propre pays. C'est uniquement des intérêts égoïstes qui entraînent justement ce genre de situation, qui entraînent cette excitation de ces dirigeants. Ils se disent qu'il faut éteindre le feu là, sinon ça va arriver dans leur maison. On est dans une période d'effondrement d'un ancien système, comme je le disais tout à l'heure, mais que paradoxalement, ces déstabilisations sont extrêmement importantes pour la suite des événements. Que quelque chose de mauvais s'effondre est bon si on veut reconstruire quelque chose de positif après. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut détruire pour reconstruire. Aujourd'hui, il y a une désinstallation des pions de l'oligarchie française et une installation d'entités patriotiques qui, si elles ne suivent pas le chemin, tomberont elles aussi. On l'a vu au Burkina où celui qui a pris le pouvoir d'Amiba n'a pas suivi la ligne voulue par le peuple. L'écosystème qui a été créé par un bon nombre d'entités dont nous contribue justement à faciliter le terrain pour que des vraies forces patriotiques prennent le pouvoir. Si quelqu'un est nommé pour conduire un bus à une destination, mais emmène ce bus dans le ravin, il est du devoir des passagers d'intercepter le conducteur qui conduit mal, de le mettre de côté et de mettre quelqu'un d'autre à la place. On appelle ça restaurer le chemin. Ensuite, il lui a posé la question de savoir si les armées africaines sont faibles. Elles ne sont pas faibles. Elles sont remplies d'entités courageuses, d'hommes courageux, de femmes courageuses. Mais la réalité est que ces armées ont été sous-armées, désarmées pendant très longtemps, parce que l'Occident a besoin d'occuper les espaces. Et pour occuper l'espace, il faut que les forces militaires en présence ne soient pas armées suffisamment pour se défendre elles-mêmes, pour agir elles-mêmes. Donc elles ont besoin d'avoir des dirigeants, des cadres qui soient là pour les accompagner, pour les aider dans un certain nombre de situations. Et la présence des armées occidentales permet de sécuriser l'accès aux ressources dans bon nombre de pays, puisqu'on sait que nos terres regorgent de ressources minières illimitées en réalité. Et donc c'est dans ce cadre-là que les choses se déroulent. Mais aujourd'hui, on le voit avec le Burkina. Il y a une démarche où même si l'armée n'est pas suffisamment armée, mais il y a un volontarisme qui fait qu'ils sont capables d'arriver au bout, petit à petit, de leurs objectifs. Moi, je ne crois pas à la puissance de l'arme en tant que telle, je crois en la volonté de l'homme. Et en insérant la logique de la panafricanité, comme je l'exprime dans mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, on a été capable de rappeler aux gens qu'il n'y a rien de plus important que l'autodétermination de nos populations. Et ce qui se passe là aujourd'hui est la résultante de cela. Et le château de cartes ne va faire que continuer. Et ça va contaminer le plus d'endroits possible, clairement et simplement. Même ceux qui se pensent être les plus intouchables. Selon vous, quels sont les enjeux de cette deuxième édition? Je pense que les enjeux sont encore plus importants cette année que l'édition précédente, pour la simple et unique raison que lors de l'événement à Sochi, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine qui était présente. Il n'y avait pas de bouleversement géopolitique comme il y en a actuellement. Aujourd'hui, la Russie, je le dis toujours,
est dans une période de son existence où elle a encore plus besoin d'un partenariat sincère et réel avec l'Afrique qu'auparavant. Nous n'oublions pas, parce que nous avons une longue mémoire, qu'à une certaine période, la Russie du président Vladimir Poutine ne voyait pas une impérieuse nécessité de travailler avec les Africains. À un moment donné, le président Poutine a même cru qu'il pouvait collaborer avec l'Occident lors de son premier mandat. Il a vu que ce n'était pas possible. Il s'est à un moment donné renfermé beaucoup plus sur lui-même, sur ses acquis, sur ses appuis. Et lorsqu'il y a eu l'accentuation de tentatives de déstabilisation de l'OTAN, il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire il est obligé de regarder quels sont ses véritables amis. Et je pense que l'Afrique a tout à gagner de savoir avec lucidité, sans être dans l'aveuglement, parce qu'en politique il n'y a pas vraiment d'amis, il y a surtout des intérêts, a tout à gagner à savoir jouer de toutes les opportunités possibles pour tisser des partenariats réels, sincères, pas simplement sur les histoires de présence militaire, parce que comme le dit, j'aime beaucoup la démarche du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, on est assez grand pour se défendre. Ce qu'on a besoin, c'est de matériel. Ce qu'on a besoin, c'est aussi de transfert de technologie. Ce qu'on a besoin, c'est d'armes, d'accord? Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble. Mais il faut que le président Poutine comprenne que la nouvelle génération ne va jamais accepter, nous n'accepterons jamais, que le nouvel ami, même si en réalité les Russes soviétiques hier sont des amis de longue date, mais utilisent les mêmes procédés qu'auparavant, que les entités occidentales, pour essayer d'avancer à nos côtés. Très beau, très pertinent. Une fois de plus, il est en phase avec les gens qui veulent vraiment l'émancipation de l'Afrique. Il est en phase avec eux. Et c'est ce qu'on attend des dirigeants africains. C'est en fait ça, c'est ça qu'on attend des dirigeants africains. Qu'ils se rendent bien compte que ce qu'il nous faut, ce sont des appuis stratégiques, pas tactiques. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre la stratégie et la tactique. La stratégie permet de voir sur le long terme. Là où la tactique permet de régler un problème, de s'en sortir d'un problème à court terme. Mettre des graviers sur une route pour éviter que ma voiture n'a des problèmes, ça c'est une tactique. Bitumer une route, ça c'est de la stratégie. Parce que ça permet le meilleur transport des marchandises. Voilà la différence entre une tactique et une stratégie. La stratégie c'est à court terme. La tactique voit loin. Et donc on a besoin en Afrique des soutiens stratégiques. Et est-ce que vous pensez que la Russie va tenir ses promesses? Alors, moi déjà j'ai toujours du mal quand on parle de souveraineté, à ce que cette souveraineté soit discutée loin de nos réalités. C'est une question africaine, la souveraineté alimentaire. Pour ça j'étais très gêné quand j'ai entendu le discours du président de l'Union africaine. On est au XXIe siècle, on a toutes les céréales possibles chez nous. Moi-même qui vous parle, j'en vends dans mes entreprises, je vends un certain nombre de céréales locales. Si on veut s'en sortir nous-mêmes, on est capable de le faire. Et donc j'ai du mal toujours que dans des sommets internationaux, on soit dans une démarche de mendicité vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes une génération qui ne veut plus mendier. On veut se prendre en charge, s'autodéterminer. Il peut y avoir de la coopération, il peut y avoir exact. Ça c'est autre chose. Soutien. Ça c'est autre chose. Soutien ne veut pas dire cooptation, ne veut pas dire qu'on. Et donc dans ce que j'ai entendu, ça n'allait pas dans le sens, à mon avis, de ce que bon nombre d'Africains, jeunes ou moins jeunes, veulent. La question de la souveraineté économique, c'est nous. C'est une question interne à l'Afrique. Par contre, sur le transfert de technologie, évidemment que la Russie a atteint un stade qui fait qu'on a besoin d'avoir des amis qui comprennent la nécessité de collaborer avec nous sur ce sujet. Ils seront gagnants. Si on réussit à se développer technologiquement parlant, ils seront gagnants aussi parce que quelqu'un qui aide une autre entité à se relever, lorsque l'entité reste debout, elle se souviendra de la personne qui l'a aidé. Donc on est dans cette logique-là. Il y a énormément de choses à faire sur ce terrain et je pense que la Russie a un savoir-faire qui devrait être important, mais on sera, encore une fois, on n'est plus à l'âge du Père Noël. On ne croit pas les belles déclarations. Ce que l'on veut, c'est la matérialisation. C'est pour ça que j'ai été bouleversé par le discours de nos présidents. On a de sérieux problèmes d'énergie en Afrique. Le Niger seul fournit 24% de l'uranium à l'Union européenne. On manque d'électricité pendant que tout le monde se met à l'aise, se moque de nous en disant qu'on coupe l'énergie en Afrique. Et là où on doit demander de l'appui pour nos centrales nucléaires et former des ingénieurs pour pouvoir fabriquer, améliorer et réparer les centrales, les gens nous parlent d'engrais et de fertilisation des sols. Comme si ça, on ne peut pas le régler en interne. Une occasion de poser les problèmes difficiles à résoudre pour nous devient une réunion où tout le monde veut qu'une seule personne travaille à la place de tous les autres qui sont dans la salle. On revient encore sur cette histoire d'agriculture. Lui-même a été abasourdi. Vous avez suivi. Si vous vous souvenez, dans une ancienne vidéo où j'ai analysé une interview de Kémy Séba, je vous parlais de sa perception des alliés. Voici ça qu'il nous confirme. J'avais raison. Voici ça qu'il nous confirme.
Il ne prend pas des partenaires par affinité ou par amitié, mais par objectif à atteindre. Et je vous avais aussi dit que ces partenaires sont ceux qui ont un intérêt à ce que l'Afrique se développe. Ça peut être des intérêts économiques, géostratégiques, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'ils nous aident. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y avait même une personne qui m'avait dit en commentaire que une fois que l'Afrique sera libre et développée, elle sera redevable envers ces personnes-là qui nous ont aidés et que ce n'est pas normal. Alors, j'ai une précision à faire pour tous ceux qui pensent comme ça. Être redevable ne signifie pas être soumis. On a tellement été habitué au système occidental qui pense que toute relation de partenariat est forcément une relation maître-serviteur qu'on n'arrive plus à imaginer un partenariat autrement. Un partenariat, ce n'est pas ça. Je peux être redevable sans être soumis. On sera redevable tout comme on peut être redevable envers notre frère qui nous a aidé à réviser pour pouvoir passer un examen. Mais ça ne veut pas dire qu'on va finir avec l'avenue Poutine ou encore le carrefour Sergueï en plein milieu de Yaoundé. Un peuple qui n'a pas la connaissance de lui-même ne pourra pas être capable de tenir dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un monde de bipolarisation où il y a d'un côté une volonté hégémonique d'occidentalisation et de l'autre côté, il y a des entités qui résistent à ce cyclone de l'occidentalisation en étant appuyées sur leurs racines. Il faut qu'on soit capable de revoir aussi nos programmes scolaires, nos programmes éducatifs en Afrique, puisque les histoires qu'on apprend à 90% du temps sont les histoires des entités coloniales, beaucoup plus que nos histoires et nos humanités classiques. Professeur Kalala Omutunde, qui a fait un gros travail à son époque sur les humanités classiques, on n'était pas d'accord sur tout, mais ça restait quelqu'un qui, à mon sens, trop méconnu, qui a fait un grand travail pour que la connaissance de nous-mêmes puisse être enracinée plus que jamais dans le cœur de millions et des millions et des millions d'Africains. C'est un travail qui doit être effectué et c'est quelque chose que nous, on s'engage plus que jamais, à côté de notre démarche politique, à propager. Notre éducation, c'est la clé. Si l'Africain sait ce que ses ancêtres ont fait dans l'histoire et à quel point les humanités classiques africaines sont riches, il se verrait de manière positive, beaucoup plus positive et n'accepterait pas n'importe quelle situation et encore moins la situation actuelle. On a fait une vidéo intitulée 50 minutes pour parler d'un sujet peu compris, le retour aux valeurs ancestrales. Et on a fait une autre vidéo de près de 30 minutes intitulée comment devenir un être parfait. Et dans ces vidéos, on explique en détail l'importance de ce que nous pensons de nous-mêmes et pourquoi c'est important que l'on connaisse notre histoire. Je vous conseille donc d'aller regarder ces vidéos, c'est un pur régal. Il a mis le doigt sur la clé. Seba est un très fin penseur. Écoutez-le. On ne peut pas être d'accord sur tout avec tout le monde. Il y a des choses que Kémy Séba dit avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que Éric Zemmour dit avec lesquelles je suis d'accord. Ne faisons pas des enfantillages. De dire des trucs comme parce qu'il n'est pas d'accord avec certains points sur Motunde, ça veut dire qu'il n'a rien à donner de pertinent. Ne faisons pas ça, c'est très stupide. Je ferai même une vidéo particulièrement sur ce sujet-là. Parce que je trouve que pour des adultes, beaucoup d'entre nous avons des comportements d'enfants. S'il n'est pas d'accord avec ça, et que moi je suis d'accord avec ça, ça veut dire qu'il ne doit plus me parler. Si mon ami a dit ça, et que lui n'est pas d'accord avec ce que mon ami a dit, alors que moi je suis d'accord avec ce que mon ami a dit, ça veut dire que je ne dois plus lui parler. On se croirait à la maternelle. Donc voilà, une interview très intéressante. Je vous invite à regarder la version intégrale et on se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça dans la courtoisie bien sûr.